Voilà, vous êtes enregistrés, surtout nous. Ça. Donc, bienvenue à tous. Merci d'être là pour cet atelier technique autour des drones. Donc, il y aura deux interventions cet après-midi. Flavien de l'Industrie Lab qui va vous présenter un peu les différents domaines dans lesquels les drones peuvent intervenir et puis le cas particulier du drone sur lequel ils ont travaillé à l'Industrie Lab. Et moi, de mon côté, je vous présenterai un peu, alors très rapidement, le projet sur lequel on a travaillé, c'est pour l'inspection de bâtiments en indoor et aussi un petit peu plus sur l'architecture électronique des drones, qu'est-ce qu'ils contiennent et voilà, quels sont les différents choix qui s'offrent à nous. Donc, voilà, merci d'être là. Et puis, comme je disais, à la fin, il y a un petit questionnaire dans vos pochettes pour ceux qui sont en présentiel. Et ça sera à remplir voilà, pour savoir si ce qu'on a dit était intéressant. Donc, je vais laisser la parole à Flavien qui va vous présenter donc son sujet autour des différents drones possibles. Hop. Voilà. Le papier. Bonjour à tous, merci Elisabeth. Je vais vous présenter rapidement l'Industrie Lab. Donc moi je suis Flavien Levent, je dirige la structure Industrie Lab. On est un centre de ressources comme le Crédit. On est agréé CI, donc c'est Crédit Impôt Innovation. On a le label Calliope aussi qui nous permet de faire de la formation, parce qu'on a un mode de fonctionnement un peu particulier où on a tout un parc machine que nous mettons en location. Et pour pouvoir le mettre en location, on forme les gens à l'utilisation de ces machines. Donc on s'est labellisé Calliope pour pouvoir faire ça. Et nous, notre métier, c'est vraiment l'innovation au sens large, la mécatronique. On peut aborder tous les sujets mécaniques, électroniques, IoT, robotique. On a une bonne expérience dans ces sujets-là. On a les compétences en interne pour faire le développement méca, élec et software. Et notre typologie de client, on n'en a pas. On s'adresse un peu à tout le monde, tous ceux qui veulent innover. Donc, on a des porteurs de projets qui sont aussi diversifiés que les startups, TPE, PME, grands groupes, comme le Crédit. Voilà pour l'Industrie Lab. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, je crois qu'il y a une visite après. On abordera les sujets plus en détail après. Les drones. Alors, j'ai pris la définition du CNIL. Donc, un drone, c'est un appareil avec personne à bord, donc sans pilote, qui est généralement piloté à distance et qui va servir à capter de l'information. Donc, c'est un engin d'observation qui va acquérir des données, données qui sont le plus souvent géolocalisées. Alors maintenant, les drones, l'utilisation, elle s'étend. Il y a de plus en plus d'utilisations diverses de ces drones-là, donc on ne fait pas que de la captation, de l'acquisition, on va aussi s'en servir pour aller, je vous présenterai, pour aller toucher, pour aller regarder un peu de plus près ce qui se passe. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses, ça évolue. Donc la définition, maintenant, elle devrait être un peu plus large. Donc il y a plusieurs types de drones. Peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais en tout cas, il y a une partie de drones aériens avec différentes typologies de, de cinématiques. On a les voilures fixes, on va surtout trouver dans les systèmes armés. On a des voilures tournantes, alors quadricoptères, mono, et puis après on peut en avoir beaucoup plus sur les drones aériens. Donc on va avoir des systèmes qui sont plus grand public, et puis après des systèmes plus industriels qui vont pouvoir emporter plus de charges, et puis qui vont pouvoir faire de l'observation avec des systèmes embarqués plus importants. Donc là, ça c'est pour les drones aériens. On a les drones terrestres. Donc là, c'est pareil, on va avoir une typologie énorme, des typologies complètement différentes. On va avoir du polyarticulé, du drone roulant, alors fixe ou polyarticulé. On va avoir des chenilles, on va avoir des systèmes hybrides à roues ou à chenilles. On va avoir des systèmes à pattes. Donc là, j'en ai présenté un que tout le monde connaît, logiquement, le Boston Dynamics, qui est un peu copié partout maintenant. Mais après, on a aussi des drones à 8 pattes, à 6 pattes. Enfin, il y a énormément de choses. Ils vont être adaptés, finalement, chacun à leur utilisation particulière.
Typiquement, la chenille, c'est quand on va vouloir aller sur des sites qui sont où on va vouloir faire du tout-terrain, on va vouloir rouler dans la boue, dans des terrains difficiles. Les roues, on va être sur des systèmes un peu moins tout-terrain, quoique les deux systèmes que je vous présente en haut sont très tout-terrain. Le polyarticulé va permettre d'augmenter les capacités de franchissement du drone. Voilà, il y a ensuite le système hybride. Idem, on va pouvoir avoir de la vitesse avec les roues et du franchissement avec les systèmes de chenillard qu'on va rajouter pour ce système-là. Donc ça, c'est souvent utilisé pour le déminage, par exemple. On va avoir besoin de beaucoup de déplacements et de pouvoir franchir pas mal de choses. Et puis le drone à pattes qui commence à émerger, qu'on voit un peu partout, qui est assez fantastique. Donc là, on a un quadripède, mais on a aussi les systèmes bipèdes. Enfin, ouais, maintenant, ça évolue tellement vite. Pareil, on va avoir des utilisations complètement différentes en fonction de ces drones. On a les drones maritimes. Vous voyez, il y a, enfin moi au début, la vision que j'avais du drone, c'était le petit drone aérien, celui-ci. Voilà, style Parrot. Alors qu'il y a énormément de choses différentes qui vont avoir leur mission particulière. Donc dans le maritime, c'est un peu moins mon métier. On a les ROV, donc qui vont être téléopérés à distance. On a les systèmes complètement autonomes, donc là on va leur dédier, enfin on va leur programmer une mission, et puis ils vont la faire, ils vont faire des trajectoires, ils vont avoir une mission vraiment dédiée, puis ensuite ils vont revenir à la surface pour rendre toutes les informations qu'ils auront acquises. On a les systèmes de surface, on a les systèmes hybrides, donc là qui sont téléopérés et puis qui ont un peu d'autonomie, et les gliders qui sont un peu l'équivalent des AUV, mais avec des systèmes de propulsion un peu différents. Donc là c'est pareil, chaque drone va avoir un type de mission, une typologie de mission particulière. Donc après, le choix du drone, en fait, ça va être fonction de ce que vous voulez faire avec le drone. Et ces drones, on va les retrouver dans énormément d'applications. La première application qui utilise les drones, c'est l'audiovisuel. Ça m'a étonné quand j'ai fait mes recherches, mais l'audiovisuel est très très friand de drones. D'ailleurs, on voit de plus en plus de vidéos qui sont faites grâce à ces systèmes. On a des retours vidéo qui sont de super qualité. On peut faire des prises de vue complètement étonnantes. Donc, le premier utilisateur des drones, c'est l'audiovisuel. Après, je vous ai mis les drones volants. On a aussi des drones sur rail. On va avoir d'autres choses, mais le plus utilisé, c'est celui-ci. Ensuite, les drones sont beaucoup utilisés, énormément utilisés en agriculture. L'agriculture de précision, entre autres. Donc là, on va avoir différentes typologies, encore une fois. Le drone aérien va permettre d'aller chercher de l'information, de capter des niveaux d'azote, de chlorophylle, biomasse. On va faire une cartographie de ces données en fonction de la position GPS du drone. On va cartographier une parcelle et on va pouvoir ensuite aller traiter localement cette parcelle. Et cette parcelle, on peut la traiter aussi avec des drones. Donc là, je vous ai mis trois exemples. Il y a de l'épandage aérien. Alors ça, je vous l'ai mis pour information, mais en fait, on a le droit d'épandre en aérien qu'en expérimental. Parce que bon, avant, on pouvait le faire avec les avions, etc. Mais ça, on mettait partout, c'était pas génial. Mais quand on est en expérimental, on peut utiliser ce genre de système pour traiter des parcelles, des zones, etc. Donc là, on va pouvoir épandre très localement le produit dont on a besoin, mais avec une faible autonomie, parce que ces drones-là, je pense qu'ils ont 1 ou 2 heures d'autonomie et une charge utile qui va varier sur 1 ou 2 kilos, donc 1 ou 2 litres de produits, là où des épandeurs font plutôt 5000 litres. Voilà. Mais on fait de l'épandage localisé. Après, on a les drones terrestres qui, là, vont avoir plusieurs types de missions.
On va pouvoir faire de l'épandage, du désherbage mécanique, rajouter des outils. Enfin, après, on peut faire énormément de choses. Le drone que vous voyez au milieu, c'est celui sur lequel on a travaillé, que je vous présenterai un tout petit peu plus en détail après. Mais lui, en fait, son avantage, c'est que c'est un porte-outil. On ne va pas faire qu'une seule mission avec ce drone-là. Vous voyez, on a un plateau sur le dessus et on va pouvoir mettre des outillages aussi divers que de la pulvérisation ou un système pour effrayer les corbeaux ou un système pour aller jeter des trichodrops au pied des maïs. Voilà, c'est un porte-outil qu'on va piloter. Euh, euh, alors on va le piloter, on peut le piloter ou on peut le programmer pour qu'il fasse ses trajectoires en fonction, par exemple, des retours d'informations qu'on aura eu quand on a planté, etc. avec le tracteur traditionnel. Parce que l'agriculture est très très friande des systèmes électroniques et intelligents, et c'est beaucoup plus technique que la vision qu'on peut en avoir habituellement. Le système que vous voyez sur la droite, c'est Nayo. Eux, ils existent depuis, je pense, bonne vingtaine d'années, à mon avis. Ils ont développé énormément de systèmes et ils s'imposent de plus en plus sur l'agriculture de précision robotisée. Donc, ils ont plusieurs systèmes de différentes tailles avec des outillages. Ils font surtout du désherbage mécanique parce que le principe, c'est que quand une parcelle elle est préparée dès le début en désherbage mécanique, vous repassez votre drone sans arrêt. Il a ses missions qui sont enregistrées et vous n'avez pas besoin d'épandre des produits qui sont plutôt polluants et pas géniaux pour la nature. Là, le désherbage se fait quasiment en continu sans arrêt. Donc les adventistes n'ont pas le temps d'envahir vos parcelles. Voilà, ça c'est pour l'agriculture de précision. Et on retrouve aussi nos drones dans l'élevage. On va utiliser ces drones pour la surveillance et le rabattage des troupeaux. Donc en gros, ces systèmes-là, ils vont pas se substituer, mais compléter le travail des chiens, enfin des chiens de berger. Là, on va pouvoir aller surveiller son troupeau dans des zones un peu compliquées et puis les rabattre, enfin, comme le travail du chien, mais avec le drone, voire avec une flotte de drones. On pourrait imaginer ça aussi. Vous voyez, les utilisations sont assez variées. Troisième groupe d'utilisateurs, le BTP. Alors, j'ai mis BTP, mais c'est au sens large. On va avoir de l'inspection d'ouvrage. Là, on est sur, vous voyez, on va inspecter cet ouvrage. J'ai vu des applications où on allait, le but c'était d'aller inspecter, par exemple, un aqueduc sur des accès qui sont assez difficiles. Normalement, il faut aller sur des plateformes. C'est assez compliqué. Là, on utilise le drone pour aller inspecter les zones, voire pour les traiter, envoyer un peu de peinture, envoyer des produits pour traiter les zones qui sont abîmées. Ensuite, on a l'inspection de tuyauterie. Alors, je vous ai mis cette application parce que on a des drones qui ont des mécaniques un petit peu différentes, qui doivent s'adapter aux tuyauteries. Moi, j'ai travaillé sur un projet où il fallait faire de la cartographie du réseau de gaz d'une ville. Donc là, c'est des drones qui sont tout petits. Et la problématique qu'on a sur ces applications-là, c'est qu'il faut communiquer avec le drone. Comme on est en sous-sol, avec plusieurs couches de sol, le tuyau, etc., on a des problématiques de communication avec le drone. Et ça, c'est une problématique qui revient assez souvent sur des applications où on va être en indoor et outdoor, intérieur, extérieur. Parce qu'on va communiquer beaucoup plus facilement avec un drone quand on est en extérieur. Dès qu'on est en intérieur, vous connaissez ça mieux que moi au Crédit, on a les communications, elles sont beaucoup plus complexes. Et c'est encore pire quand on est dans un tuyau. Voilà. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de ne pas avoir de câble d'alimentation pour le drone, et c'était assez compliqué. Excusez-moi. Hop. Non, c'est que je ne le fais pas au bon endroit. On a aussi comme application la photogrammétrie.
Donc là, l'idée, c'est surtout utilisé pour les carrières, c'est de cartographier sa carrière. Et là, on va utiliser un drone pour faire tout un tas de photos de la zone et reconstruire en 3D le site. Donc ça, c'est pas mal utilisé pour bien gérer ses espaces sur les carrières et sur voilà. Ensuite, on a les études thermiques de plus en plus. Donc là, pareil, on va envoyer un drone avec son équipement infrarouge. On va détecter les zones où il fait le plus chaud et c'est là qu'on a des pertes de chaleur sur le bâtiment. C'est là qu'on va pouvoir dire, bah voilà, on va pouvoir travailler sur telle et telle isolation pour améliorer votre bâtiment. Ou pour caractériser, quand on vend sa maison, on est obligé de caractériser ses bâtiments, caractériser l'indice d'isolation de sa maison. Donc ça, on peut le faire avec les drones très facilement. Et c'est de plus en plus répandu. Ensuite, l'armée. L'armée est très friande. On a vu les infos en ce moment, on voit comment les drones peuvent être utilisés ou détournés de leur application initiale. Je vous ai mis un certain nombre de drones. Donc celui-ci, c'est l'Euroburox 6 Remit. Moi, j'ai travaillé dessus. C'est un de mes premiers bébés. C'est un système qui est polyarticulé, qui a une forte capacité de franchissement. Vous pouvez franchir des escaliers avec ce drone-là, ou des trottoirs assez hauts. Il est bardé de capteurs. L'idée, c'est d'aller envoyer le drone, on le pilote à distance, toujours pareil. Et par contre, avec tous les capteurs, on peut se rendre compte d'un espace, caractériser un espace et détecter éventuellement des ennemis. Donc, ça, c'est un drone à roue polyarticulé. Après, on a ce genre de petit drone très simple. Là, l'idée, c'est l'équipe de reconnaissance, elle a ce drone-là, elle l'envoie dans un bâtiment. Quand je dis elle l'envoie vraiment, elle le lance et il va le piloter. Et là, on a un retour d'info sur ce qui se passe dans le bâtiment. Dans les deux cas, je l'ai dit tout à l'heure, la complexité, c'est quand on est indoor ou outdoor, on va avoir des sautes de communication. Et c'est un des problèmes majeurs pour l'armée, c'est d'avoir une communication en continu sur ces systèmes qui n'est pas toujours simple. Et après, on a les drones aériens. Là, c'est plus classique. Là, c'est vraiment de la reconnaissance et de l'inspection de terrain. Je vous ai remis le petit drone là-haut, qui est un drone du commerce, mais qui est utilisé couramment maintenant pour surveiller des zones, notamment sur le conflit russe-ukrainien. Ce type de drone est utilisé en masse sur le terrain. Quand je dis en masse, il y en a 10 000 qui sont utilisés chaque mois et qui sont détruits chaque mois. Ensuite, une des applications sur lesquelles j'ai travaillé aussi, c'est le déminage. Là, au départ, les démineurs, ils allaient au plus proche du paquet, de la bombe. L'idée, c'est d'envoyer un drone à la place du démineur. Donc lui, il est vraiment en sécurité, c'est de le mettre en sécurité. Et lui, là, cette fois-ci, il est équipé de plusieurs caméras, de plusieurs capteurs qui vont permettre de caractériser le colis suspect et au cas où de le détruire. Donc là, on peut avoir plusieurs systèmes. Là, ce qu'on voit, c'est un système type canon à eau. Donc là, on va envoyer une charge à très haute pression, une charge d'eau à très haute pression sur l'électronique du colis, enfin, du colis piégé, qui va pulvériser l'électronique et qui ne va pas avoir le temps de déclencher l'explosion. Donc là, on a des systèmes qui doivent être maniables, rapides, équipés d'un bras polyarticulé et avec des capteurs de plusieurs sortes. Donc ça, c'est pareil, c'est de plus en plus utilisé. Ça a été détourné, ces drones-là ont été détournés pendant la catastrophe de Fukushima. On a envoyé ce type de drone sur zone pour pouvoir inspecter le site. Alors, les drones, ils n'ont pas tenu, je crois qu'ils n'ont pas tenu 1 heure, mais c'est pas grave, on avait les images, on savait qu'ils n'allaient pas tenir, mais on a été au plus près du site grâce à ce type de système. Ça sert à ça aussi, les drones. C'est envoyer ses yeux, ses sens à distance et rester en sécurité.
ceux qui ont été envoyés à Fukushima, c'est des e-robots. Ensuite, on a la mule. Donc là, typiquement, c'est un système, là, on a un système 4 roues, mais l'idée, c'est d'envoyer, c'est d'avoir un système robotique qui vous suit, qui porte tous les bagages, et qui va pouvoir aussi être envoyé pour chercher un blessé, pour chercher, se positionner des munitions, etc. Ça a été testé. Alors, c'est des systèmes qui sont testés depuis longtemps, mais il y a eu un dernier test cette année avec des mules robotiques qui permettaient d'aller chercher des blessés sur un champ de bataille. Ensuite, on va les utiliser en sécurité. Alors, en sécurité, j'ai élargi le sujet. On a la lutte anti-incendie. Ça, c'est un système de chez Shark Robotics qu'on a vu sur Notre-Dame quand elle a brûlé. Ils ont envoyé ce type de système pour assister les pompiers. Ça a été le baptême du feu. Et ça commence à se développer. Et du coup, c'est pareil. L'idée, c'est d'envoyer ce système-là au plus proche du danger et d'écarter les forces humaines du danger. Ensuite, on a le gardiennage. Le gardiennage, en fait, on va avoir un système robotique. On va lui créer une zone de surveillance, un plan d'inspection, et le robot va circuler dans tout le bâtiment ou sur l'extérieur pour détecter des intrus, etc. Ça, c'est un système qui a vu le jour, mais la boîte, malheureusement, a pas résisté. Mais ça se développe de plus en plus pour éviter d'avoir des gardiens de nuit, etc. Ça donne une première alerte. Et c'est un système de levée de doute. Voilà. C'est une caméra mobile, en fait, hein, au final. Donc, je vais rentrer un petit peu plus en détail, alors un tout petit peu, parce que j'ai pas eu l'autorisation d'en dévoiler davantage. On a travaillé avec Rémi Gaget, qui est un agriculteur du Gâtinais, je crois, qui a développé toute la partie mécanique de son drone. Nous, on a travaillé sur la partie électronique et puis pilotage du système et faire communiquer un peu tous les capteurs entre eux jusqu'au moteur. Donc ça, vous voyez, c'est la mécanique a été créée par Rémi Gaget, qui était quand même qui était en bureau d'études avant, hein, donc qui n'est pas sorti nulle part non plus. Mais on peut assez facilement recréer un système pour s'adapter à l'application qu'on a en tête. Alors, je vous présente l'architecture générale. Encore une fois, toute l'électronique, on n'a pas eu le droit de s'en dévoiler plus. Et je pense que le Crésit va avoir à peu près le même schéma, à mon avis. Sur notre drone, on avait une zone, donc la zone bleue, où on a tous les capteurs qui vont nous permettre de nous positionner dans l'espace, accéléromètre, boussole, gyroscope. Donc ça, c'est le module de pilotage qui va communiquer avec un module d'entrée-sortie et un module qui intègre un module GPS, plus différents capteurs, parce que tous ces drones, si on veut qu'ils soient le plus autonomes possible, il va falloir leur rajouter des capteurs qui détectent leur environnement, qu'ils évoluent dans leur environnement sans être un danger pour leur environnement non plus. Donc dans ce système-là, on a rajouté un lidar, une caméra, le lidar va nous permettre d'éviter tous les obstacles qui sont à l'avant et à l'arrière du drone, enfin du rover. Le GPS nous permet de nous positionner sur la parcelle. Et on a quelques autres capteurs qui sont intégrés directement dans le module de pilotage. Et ensuite, on a un module de traitement d'information et on va communiquer le module de pilotage finalement va communiquer toutes les consignes à nos 4 moteurs. Le système qu'on a développé avec Rémi Gaget était avec 4 moteurs, donc sur un moteur sur chaque roue. Voilà.
Donc voilà l'architecture générale, et je pense que la plupart des drones intègrent au minimum ce type d'architecture. Et ensuite, on a une interface de pilotage. Nous, on a récupéré un module tout fait pour cette partie-là, parce qu'on trouve énormément de choses sur étagère. Nous, notre philosophie, c'est de pas redévelopper forcément des choses qui existent déjà. Donc, on a ce module de pilotage qui va nous permettre de positionner notre drone sur une carte, de générer ces trajectoires donc par des waypoints, et puis ensuite de piloter le drone via les informations qu'il reçoit et via la carte électronique qu'on a développée pour communiquer ensuite aux différents actionnaires du drone. Voilà. Merci. Alors, c'était un peu rapide, j'ai un débit qui est un peu rapide. Est-ce que vous avez des questions? Celui-ci, alors, celui-ci, c'est pour l'agriculture. Ah, excusez-moi. Donc, c'est comme je disais, c'est une plateforme. Finalement, c'est un porte-outil. Là, Rémi Gaget a développé un système de pulvérisation localisé. Il a remis dessus un système pour effrayer les corbeaux, je ne sais plus comment il l'appelle, ça fait un bruit énorme. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, quand vous voyez dans les champs, vous voyez de temps en temps, il y a des épouvantails. Les corbeaux, une fois que l'épouvantail il est là, ils savent qu'il est là, qu'il ne sert à rien, donc ils viennent. Avec ce système-là, en fait, on lui donne une trajectoire, il va se déplacer, et puis ça émet un son absolument horrible. Et il l'a testé dans notre bureau, on s'est couché par terre. Euh, et du coup, ça effraie vraiment beaucoup mieux toute la volaille qu'il peut y avoir sur un champ qui vient d'être planté. Voilà. Il a développé aussi un système pour déposer des trichogrammes au pied des maïs. Alors, non, des trichodrops, pardon. Non, c'est trichogrammes. C'est des insectes qui vont aller tuer les nuisibles du maïs. Et donc là, avec ce système-là, comme avant, quand il a planté son champ de maïs, par exemple, il sait exactement où il a planté, parce que sur un tracteur, on a un module GPS qui est précis. Je crois qu'on doit être à 10, 20 cm, quelque chose comme ça. Il sait exactement comment il a planté son champ, donc les trajectoires de son tracteur. Il sait où il a planté. Et du coup, grâce à ce système-là, on récupère la carte de plantation et puis on va aller lancer les trichogrammes là où on en a besoin. Voilà, par exemple, ça fait partie des applications qu'il est en train de développer. Et puis après, il ne s'interdit pas de rajouter d'autres outils dessus. Parce que finalement, cette partie-là, c'est une partie générique, et après, il développe ce qu'il veut dessus. On a des outils, voilà, exactement, on peut. Exactement. Contrairement à Naio, alors Naio sont très très avancés, hein. C'est des très beaux systèmes. Par contre, les outillages sont plutôt dédiés. L'autonomie et la recharge. Alors l'autonomie, en tout cas du rover DART, on est sur l'ordre de 2 heures en pleine action, hein. Et après, on le recharge, ça dépend des batteries qu'on va mettre dedans. Et du coup, il y a un point de stationnement où il va se recharger tout seul ou c'est... Pour l'instant, on n'a pas développé cette partie-là avec Rémi. Mais oui, on a quand même une bonne autonomie dessus. Et vous avez fait des profils de consommation là? Pas encore. Pas encore. Là, il fallait qu'on affine la partie pilotage et la partie je suis les waypoints correctement. Voilà. Et après, ce sera les développements suivants. Parce que ça, c'est vraiment le premier prototype. Il y a encore beaucoup de choses à faire dessus. Il pèse combien, 70 kg? Il pèse dans 80, je dirais 80-90. Oui, c'est un système. Alors, je n'ai pas pu vous le montrer. Il y a une petite vidéo, ouais, il y a une petite vidéo, mais on ne verra pas grand-chose. En gros, il est grand comme la table. Voilà. Donc, c'est quand même une belle bête, avec une belle capacité de franchissement, hein. Là, le champ est assez propre, mais il roule. On a fait rouler
on ne voit pas grand-chose, mais et le terrain est là, est assez propre, même si on voit que quand même la terre vient d'être pas labourée, mais ils sont passés dessus. Nous, on l'a vu rouler sur des systèmes, enfin sur de la caillasse, franchement, il a une super capacité de franchissement. Et après, qui dit besoin de franchissement dit besoin de plus de puissance. Donc, dès qu'il va devoir franchir des obstacles un peu compliqués, là c'est là qu'on va avoir le pic de tension. Voilà. Et au niveau incertitude de positionnement GPS, là, le GPS intégré suffit à se positionner précisément. Ouais. Alors, c'est un simple la précision module qu'on a GPS ou c'est un RTK? Ça, c'est un RTK. Ouais. Au niveau des données, au niveau je sais pas, dans la transmission des données, dans les données, alors là, on communique, finalement, on reçoit les infos GPS, mais ensuite la mission, elle est intégrée directement dans le système. Donc en communiquant, on continue avec dans cette version-là. Non, on n'a pas besoin. Parce qu'on lui programme sa mission, et puis après, il est censé faire sa mission tout seul. Bon, c'est pas encore le cas. Hein. C'est encore des développements. Ça va être très bien. Nous, il nous l'amène, c'est en quoi quand il est en Kangoo, je crois, enfin, peut-être un peu plus que Kangoo, mais oui, il y a un petit utilitaire, ça tient dans un utilitaire. Pour la mission d'épouvantail, il repère les corbeaux. Non, là, on lui fait un trajet, il a un trajet aussi programmé. Alors pour l'instant, il ne repart pas les corbeaux. Ça sera dans la seul. P2. Ouais. c'est pour revenir au niveau de la logistique, parce que vous avez un leader, vous avez un GPS, vous avez une caméra, vous avez les enregistrer. On peut enregistrer. La mission, son déplacement est enregistré en local, ouais. En local, c'est-à-dire que vous stockez, puis vous stockez les données après. C'est ça. Ouais. Vous n'avez pas besoin de temps réel. Le temps réel sur des systèmes comme ça. Non, on n'a pas besoin. Non. Pas pour ces applications-là. Et ben je l'ai vu porter Rémi, donc il va faire c'est un bon 70 kg. Ouais. Ouais. C'est pareil, l'autonomie, c'est un peu intéressant. Après, plus on charge, plus l'autonomie, moins l'autonomie est grande, quoi. Voilà. C'est sur étagère. Et ben là, je peux pas vous dire. Mais c'est sur étagère, donc vous, avec les visuels, vous devriez retrouver les choses. Est-ce que vous avez imaginé un système avec des satellites? Alors on pourrait, là c'était pas le cahier des charges, mais on pourrait éventuellement. Après, vous pensez à des cartes, des générations de cartes, des choses comme ça. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, dans le cas, par exemple, de cartographie d'une parcelle, là, vous allez avoir une notion locale de parcelle. Et si, par exemple, l'agriculteur veut voir, en fait, il veut cumuler des cartes qui sont plus larges, il va avoir par satellite, il va affiner avec ses bornes. Ça, en fait, ils le font déjà, au final. Et après, c'est des infos qui sont enregistrées. Après, un taux d'azote dans un sol, il ne varie pas dans la minute. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est traité localement. En fait, il définit sa mission en fonction des infos qu'il a déjà, et c'est comme ça qu'il va travailler. Là, alors c'est un système propriétaire, mais après, on peut imaginer plein de choses. Hein. On peut imaginer plein de choses parce que nous, ce qu'on pilote, c'est la carte entrée-sortie, et on a des sorties pour aller piloter les outillages ensuite. Après, on fait ce qu'on veut. Et puis on peut le faire évoluer aussi. Vous voulez montrer ça? Oui, tu peux le faire. Là, le module vert clair, en fait, ça c'est une carte maison. Donc on a prévu des entrées-sorties supplémentaires pour pouvoir piloter les outillages auxquels il va penser. Et il pense
pense super vite, donc il a un outillage sonde en conception. Je sais pas si c'était ça votre question. Et après, cette carte-là, on peut la faire évoluer aussi. On est encore en prototype, c'est encore très ouvert. Ça d'avoir développé un système un peu plus unitaire, en sachant que En fait, par exemple, oui, mais ouais. et puis derrière, il y a plein de librairies. Quand je dis propriétaire, c'est cette partie-là. Oui, d'accord. Après, le module de pilotage, lui, il est sur étagère. Et effectivement, Ross, c'est extrêmement ouvert. Et ça, c'est un système un peu équivalent, hein, et qui est dédié au drone. Oui, mais il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Après, ça sert à rien de refaire la route. Je comprends pas dans le lidar, pourquoi vous avez nécessité d'un lidar si vous n'utilisez pas les équipements? Oui, alors, du coup, c'est ma réponse qui n'était pas tout à fait exacte. Pour le lidar, effectivement, on regarde sans arrêt ce qui se passe. Mais c'est pas du vrai temps réel. C'est parce que le temps réel, il y a une définition bien précise du temps réel. Nous, on va traiter l'information, on a un tout petit peu de temps pour réagir à l'information. C'est pas encore du temps réel pur, voilà, au sens informatique du terme. Là, en fait, c'est géré par notre carte d'entrée-sortie. Et si on a un obstacle, donc on définit une zone de sécurité autour du rover. Si on a un obstacle dans cette zone de sécurité, notamment sur l'avant, on va arrêter le rover. Voilà. C'est la sécurité premier niveau. Sachant que ce système-là, logiquement, il est dédié à un champ où les gens n'ont pas le droit de rentrer, puisque c'est une propriété privée. Du coup, il n'y a personne autour. Du coup, on a moins de contraintes de sécurité vis-à-vis de l'entourage. Ah, mais ouais, mais ça se passe plus en local. Ça se passe là, sur les moteurs. Et on ne transfère pas, on transmet pas les données sur une tablette. Ouais. Ouais. Exactement. C'est un système de sécurité local. Comme si on avait un bumper, mais sans contact. Merci Fabien. Merci à vous. De toute façon, après, l'idée, c'est que je fais la présentation et on ira visiter l'Industrie Lab et le Crésit pour, voilà. Donc, vous puissiez aussi voir un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, pour ceux qui connaissent, ça sera de la redite. Et puis, voilà, on pourra échanger aussi après autour d'un verre. Donc, merci Flavien. Et donc, je vais vous présenter les travaux qu'on a menés effectivement au Crésit sur un drone. Alors pour le coup, c'est un drone qui est volant et qui est fait pour fonctionner à l'intérieur des bâtiments. Donc, il y a aussi une problématique de comment on se repère à l'intérieur du bâtiment, sachant que le GPS, évidemment, ne fonctionne pas. Mais voilà, c'est un cas un peu spécifique. Donc, d'abord, un petit mot rapide sur le Crésit pour encore ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est un centre de ressources technologiques. Notre spécialité, c'est vraiment tout ce qui est électronique embarqué sur les petits systèmes, notamment tout ce qui est capteur, traitement du signal et intégration de différentes technologies radiofréquences, y compris du design d'antenne, de la préqualification, etc. Donc, on a une partie mission d'intérêt général, et c'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, où on organise des ateliers, des séminaires, on fait ce qu'on appelle de la diffusion technologique, et puis une partie où on fait des prestations pour les entreprises, les labos de recherche, quand ils ont des besoins de réaliser des démonstrateurs. Nous, on ne fait pas de production en série. Voilà. Et par contre, on a aussi une plateforme que vous verrez tout à l'heure pour faire tout ce qui est mesure de préqualification sur la CEM et les radiofréquences pour le marquage CE.
Et puis, voilà, on est là, l'équipe est là pour vous accompagner de votre idée jusqu'au transfert de technologie vers vos équipes pour monter en compétences. Donc, on est une petite équipe de 8 personnes et puis on est, voilà, il y a l'Industrie Lab à 10 mètres et à 20 mètres, il y a le Crésit. On est très, très locaux. On travaille sur pas mal de protocoles de communication sans fil, hein, comme je vous disais. Une partie aussi sécurisation, parce que ça fait partie des grands enjeux dans l'électronique, qu'elle soit embarquée ou sur les gros systèmes. Et puis, l'intégration de capteurs divers et variés avec du traitement du signal, potentiellement avec des gens du labo Prism, voilà, quand il y a des choses un peu pointues et des algos très complexes à mettre en œuvre. Et puis, on a aussi, grâce à Dia, notre responsable des essais, des compétences sur tout ce qui est conception des alimentations pour notamment les convertisseurs divers et variés. Et puis aussi ce côté optimisation des consommations des produits. Quand c'est un drone terrestre, c'est important. Quand c'est un drone aérien, c'est crucial. Et donc, comme je vous disais, la plateforme de mesure, je passe rapidement parce que si on visite tout à l'heure, ça sera beaucoup plus parlant, avec des moyens d'évaluation sur la compatibilité électromagnétique, sur les radiofréquences, et puis la mesure de consommation énergétique, justement, je pense que Christophe, c'est pour ça un petit peu qu'il posait la question, c'est qu'on est capable de dimensionner, de faire des profils de consommation énergétique assez précis pour pouvoir ensuite que vous puissiez dimensionner vos systèmes de batterie. On a d'ailleurs signé un partenariat là, très récemment avec une entreprise de Tours qui fait cette partie justement dimensionnement et conseil pour le choix des batteries, parce que c'est vraiment un domaine assez spécifique. Donc, le contexte du projet dans lequel on a travaillé, c'est un projet européen qui s'appelait UFO, donc c'est OVNI hein, en français UFO, avec une entreprise qui s'appelle Vertliner, qui est une entreprise grecque, qui justement est spécialisée dans tout ce qui est inspection indoor des bâtiments. Eux, ils travaillent sur des drones autonomes avec une bardée de capteurs. Alors, un peu comme Flavien, je n'ai pas le droit de vous parler de tous les capteurs qui sont utilisés dans leur système, mais l'idée, c'est de pouvoir faire de l'inspection, notamment des cages d'ascenseurs dans les bâtiments, puisque, a priori, c'est une problématique. Quand on a une cage qui doit être soit rénovée, soit construite de zéro, on va dire, il y a la théorie, il y a les spécifications et il y a la vraie vie où parfois les murs et les différentes mesures ne sont pas forcément celles qui ont été prévues. Et avant de concevoir et d'installer la cage d'ascenseur, a priori, il y a des grosses problématiques. Ils envoient des gens, bon, et c'est compliqué d'être sécurisé, hein, parce que une cage d'ascenseur, quand l'immeuble il fait plusieurs dizaines d'étages, voilà, il y a des risques. Et bon, là, j'ai pas retrouvé les photos, mais ils nous avaient montré des photos de gens qui étaient vraiment dans des conditions de sécurité très complexes, on va dire. Donc là, l'idée, c'est à la place de mettre quelqu'un dans la cage d'ascenseur et de faire les mesures avec un mètre ou un télémètre laser, c'est d'envoyer un drone qui, avec les différents capteurs, va pouvoir faire une reconstitution en 3D de cette cage d'ascenseur avec des mesures précises et pouvoir avoir justement ce rendu aux gens qui font les installations d'ascenseurs dans les bâtiments. Alors évidemment, ce type de système, il peut aussi servir à inspecter des piles de pont, pourquoi pas des aqueducs comme le citait Flavien. Dans les barrages aussi, il y a beaucoup de couloirs. Ils sont obligés d'envoyer des personnes qui inspectent tout ça de façon très régulière. Donc voilà, ça peut avoir aussi d'autres types d'applications. Donc, l'architecture d'un drone, je vais un peu redire ce que Flavien vous a dit tout à l'heure, en se concentrant plutôt sur l'aspect drone volant. C'est la même chose que ce que Flavien a présenté, si ce n'est qu'il y a des hélices à la place d'avoir des roues. Mais sur le principe, c'est un peu la même chose. Et effectivement, les drones sont d'une architecture électronique pas si simple que ça, parce que bon, il y a tout l'ensemble des capteurs qui permettent au drone d'être autonome. Il y a aussi potentiellement des capteurs qui permettent de faire des mesures diverses et variées. Hein. Flavien en a cité pas mal tout à l'heure. Il y a le contrôleur de vitesse, puisqu'il faut quand même aussi moduler, notamment quand c'est un drone volant, il faut que les hélices soient vraiment réglées correctement. Donc, pour ça, il y a ce qu'on appelle des contrôleurs de vitesse.
il y a un ordinateur de bord qui contrôle lui-même le contrôleur de vol. Et puis, on a un module de communication quand le drone est télépiloté. Le module de communication, il peut aussi servir à transmettre les informations en temps plus ou moins réel en fonction des besoins et de ce qui est nécessaire pour l'application voulue. Et effectivement, on a aussi toute la partie alimentation, parce qu'il y a la batterie, mais il y a aussi la gestion des alimentations, des différents pics de consommation sur les moteurs, etc. Donc là, Dia a pas mal travaillé sur cet aspect-là aussi, sur la carte qu'on a réalisée dans le cadre du projet. Donc pour l'ordinateur de bord, on a plein de solutions possibles. Il existe pas mal déjà de cartes du commerce. Donc, une des plus répandues, on va dire, même dans le grand public, c'est tout ce qui est Raspberry Pi. Des BeagleBone aussi, sur lesquels nous, on a pas mal travaillé au Crésit. Et il y a tous les modules NVIDIA qui, eux, vont permettre de faire du calcul embarqué assez puissant. Donc là, c'est ce qui avait été choisi sur la carte qu'on a réalisée dans le cadre du projet Vertliner. Donc, c'est des cartes qui sont pas très, très grosses, mais quand même très, très puissantes. Donc, par contre, ça consomme entre 7 et 10 watts, ce qui est beaucoup pour de l'électronique embarquée. Mais voilà, tout dépend de ce qu'on veut faire avec ce type de drone. Et comme je le disais, voilà, tout dépend en fait des fonctionnalités qu'on veut vraiment intégrer dans le drone et des besoins en puissance de calcul. Là, l'idée était de pouvoir faire des mesures en 3 dimensions diverses et variées. Donc, il y avait besoin de pas mal de puissance de calcul et c'est pour ça qu'on est parti sur cette carte-là. Donc ça, c'était la partie, on va dire, vraiment ordinateur de contrôle, ordinateur de bord. Puisque l'autonomie, comme le drone doit être autonome, il n'y a pas de télépilote dans le cas d'application. Il faut qu'il puisse aussi détecter les obstacles et pouvoir se situer par rapport à la hauteur du bâtiment et savoir où est-ce qu'il en est voilà, parmi les étages et s'il est bientôt arrivé ou pas. Surveiller aussi son niveau de batterie, enfin voilà. Donc, pour maintenant contrôler justement le vol, il y a plein de systèmes dans le commerce qui s'appellent des Flight Controller Units, qui sont intégrés dans tous les drones volants. Il y a plusieurs fournisseurs possibles, où on a là encore un cœur qui permet de faire pas mal de calculs intégrés. Il y a des capteurs dont a parlé Flavien tout à l'heure, tout ce qui est gyroscope, accéléromètre, un baromètre aussi pour avoir une idée de l'altitude, même si dans le cas présent, ce n'était pas suffisant la précision pour savoir à quel étage on en était, surtout dans un bâtiment et une zone fermée, voilà, ça ne fonctionne pas correctement. Bon, quand on est en plein air, je pense que c'est un peu différent et puis on n'a pas besoin d'avoir une précision. Tout dépend des cas d'application, c'est toujours pareil. Et puis surtout, il y a l'interface avec les contrôleurs de chaque moteur, où c'est une interface PWM, donc c'est des signaux carrés qui sont plus ou moins modulés pour pouvoir contrôler la vitesse des moteurs en question. Et il y a une partie télémétrie qui permet, quand on a un drone qui est télépiloté, de pouvoir justement lui dire plus vite, plus doucement, plus haut, plus loin, à droite, à gauche, etc. Donc ça, c'est vraiment le cœur du système. Et comme je disais, il y a plein de systèmes qui sont disponibles dans le commerce. Voilà. Donc, il y a aussi pas mal de choses et de fonctionnalités qui sont disponibles, notamment pour tout ce qui est firmware de télémétrie, donc de pilotage à distance. J'ai oublié de dire que les présentations, elles sont disponibles sur notre site internet, si Flavien t'évoquait avec ça. Donc voilà, comme ça, vous pourrez avoir les liens et creuser un peu plus le sujet si vous avez des besoins là-dedans. Et effectivement, normalement, il y a aussi le GPS qui peut être connecté à cette carte-là pour se géolocaliser, ce qui n'est pas le cas en indoor. Donc, il faut remplacer les données GPS par d'autres moyens. Là, c'est un petit schéma justement de M-Robotics, qui est un fournisseur assez connu pour ceux qui font des drones sur des contrôleurs de vol. Mais ce n'est pas les seuls. Donc, là, c'est pour vous donner un peu l'architecture du système. Donc, il y a différents capteurs, des lidars, des périphériques de détection d'obstacles,
le GPS en haut et tout ce qui est radiocommande qui sont connectés à cette carte-là. Il y a plusieurs capteurs, accéléros, gyroscopes, etc. Il y en a 2 pour pouvoir faire de la redondance et être sûr de la stabilité du drone. Parce qu'encore une fois, le drone volant, s'il n'est pas stable, il est perdu. Donc voilà, c'est pas si simple que ça. Et donc, cette carte de flight controller, elle va contrôler un contrôleur de vitesse pour chaque moteur qui sont utilisés et comme vous voyez, il y a plusieurs types d'architecture, on va dire, pour encore une fois que les drones soient stables. Il faut que les hélices tournent dans un certain sens et qu'elles soient montées différemment en fonction des besoins. Et voilà, c'est quelques exemples de fonctionnement et de disposition des moteurs et des hélices en fonction de l'architecture du drone. Et donc là, les contrôleurs de vitesse, ils doivent être configurés correctement pour que le drone volant vole correctement. Ensuite, sur la partie capteur, là, j'avais retrouvé une présentation qui avait été faite par YOL Développement, qui date de 2021, donc c'est pas si vieux. Où en fait, donc là, on était vraiment au niveau système, mais en redescendant, on voit qu'il y a différents types de capteurs qui sont intégrés au niveau système. Et on peut même descendre au niveau des composants eux-mêmes pour savoir comment est-ce qu'ils sont utilisés, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça peut fonctionner. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais voilà. L'idée, c'est de voir un peu quels sont les capteurs qui sont utilisés dans les drones aériens pour pouvoir faire des vols autonomes. Notamment, un des capteurs qui peut être utilisé, c'est une caméra qui est en stéréo, entre guillemets. Donc, il y a 2 objectifs et ça permet d'avoir une reconstitution en 3D des obstacles et des lieux dans lesquels le système se trouve pour faire à la fois des mesures, mais aussi pour éviter les obstacles par rapport au drone. Il y a aussi d'autres systèmes qui peuvent être utilisés pour localiser un drone dans un environnement en indoor. Ça peut être tout ce qui est, on va dire, des ancres, des anchors BLE ou ultra wideband qui permettent de faire de la géolocalisation en indoor, mais ça implique qu'il faut équiper les pièces avec des ancres, entre guillemets, pour que le système, quand il se déplace à l'intérieur, puisse se géolocaliser. Donc, ça a des avantages. L'inconvénient, c'est qu'il faut installer le système pour pouvoir. Donc, par exemple, dans le cas d'un drone qui fait de la surveillance ou pour la sécurité, hein, comme disait Flavien, ça peut être intéressant d'équiper le bâtiment et comme ça, voilà, on est sûr que le drone peut se géolocaliser correctement à l'intérieur. Si c'est un one-shot pour faire une mesure dans une cage d'ascenseur, on ne va pas équiper toute la cage avec des capteurs. Donc voilà, tout dépend un peu du cas d'usage et de la précision dont on a besoin, et puis de la précision du drone à l'intérieur. Quelques autres grandeurs physiques que le drone peut embarquer, ça c'est générique, hein, c'est pour n'importe quel système qui a besoin de capter des grandeurs physiques diverses et variées, parce qu'on peut avoir besoin d'un drone pour faire de la mesure de gaz, par exemple. Donc là, j'avais trouvé un exemple d'un capteur de gaz qui est assez récent, qui utilise la spectroscopie d'absorption par cavité optique, où a priori, ça, c'est des systèmes qui sont d'habitude gros comme une grosse mallette. Et là, il y a une start-up qui a développé un système qui est de l'ordre du centimètre carré pour pouvoir justement faire ces mesures de gaz très spécifiques. Et justement, leur cas d'usage, typiquement, c'est embarquer ça dans un drone, puisque pour faire des mesures de gaz dans des émissions de cheminées, etc., c'est quand même beaucoup plus simple d'envoyer un drone que d'envoyer quelqu'un avec une grosse malle pour faire les mesures en haut du mât. D'autres capteurs aussi côté gaz, où j'ai discuté avec des gens qui font des capteurs en métal oxyde. Donc là, c'est encore plus miniaturisé, hein, c'est un petit composant ASIC spécifique
qui doit faire 5 mm par 5 mm. Donc vraiment très très intégré. Bon, après il faut quand même un processeur type celui-là pour traiter les signaux et, et pouvoir justement à partir de la réponse de ce capteur-là déterminer quels gaz sont présents, dans quelle proportion et voilà. Là, ils se servent de l'intelligence artificielle pour trouver ces capteurs, enfin, pour exploiter l'information qui est donnée par le capteur. Donc, voilà quelques exemples de capteurs qu'on peut embarquer dans les drones. Maintenant, je vais passer justement sur une. Alors, c'est pareil, hein, rapidement. L'idée, c'est pas de vous faire un cours sur toutes les communications radiofréquences. Pour vous parler un peu justement de comment est-ce qu'on pilote un drone, sur quelle fréquence, et les avantages et les inconvénients. Flavien l'a nommé pas mal de fois. Ça peut être complexe et la portée est souvent un élément déterminant. Mais c'est toujours un compromis entre portée et débit des données. Donc, si on n'a pas beaucoup d'informations à faire passer, on peut descendre en fréquence et à ce moment-là, la portée est beaucoup plus facile. Par contre, si on a vraiment besoin d'avoir des informations, des retours d'images et des choses comme ça en temps réel ou presque, ça devient plus compliqué. On est obligé de monter en fréquence et donc la portée, de fait, est diminuée. Donc là, juste pour vous dire qu'en fait, la bande de fréquence la plus utilisée par les drones, c'est du 2 giga parce que c'est la bande qui est disponible partout dans le monde. C'est beaucoup plus simple, tous les systèmes s'en servent. L'inconvénient, c'est que tous les systèmes s'en servent. Donc la bande est assez occupée, Bluetooth, Wi-Fi et j'en passe, utilisent cette bande de fréquence. Donc ça peut être parfois complexe. Après, on peut passer en dessous du gigahertz. Là, la portée est plus grande, le débit est moins grand. Et en plus, suivant la partie dans le monde dans lequel on se trouve, ce n'est pas les mêmes bandes de fréquence. Donc, ça fait des systèmes spécifiques en fonction de là où on va aller faire voler le drone. Donc, ce n'est pas forcément très, très simple. Donc, voilà, ça, c'est une publication que j'ai trouvée chez Rode et Schwartz qui font des détecteurs de drones, justement. Ils espionnent les communications pour pouvoir faire de la surveillance de sites sensibles et voir s'il n'y a pas un drone qui en approche en espionnant les communications radio. Donc ça, c'est un système qui existe depuis pas mal de temps et voilà, leur idée, c'est vraiment d'espionner les communications et pouvoir justement en déduire si un drone est présent ou pas pour de la sécurité. Donc, ils reprennent un petit peu ce que je disais tout à l'heure. La bande de fréquence la plus utilisée, c'est vraiment le 2 giga. Après, il y a aussi de plus en plus de drones qui fonctionnent encore en plus haute fréquence, à 5 giga 8, pour pouvoir justement faire du transfert d'images, de vidéos, de sons en temps réel. Et l'idée, c'est aussi d'aller dans une bande, elle aussi qui est disponible worldwide, mais qui est moins perturbée que le 2 giga 4. Pour l'instant, elle l'est. Je ne sais pas si ça va durer, puisque le Wi-Fi aussi se met sur le 5 giga, donc voilà. Et je pense que la 5G aussi doit tourner autour de ces fréquences-là. Donc, bon, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément très pérenne. De plus, des canaux en France, en Europe et aux États-Unis utilisables sont pas les mêmes. Aux États-Unis, sur cette fréquence de 5 giga 8, on peut utiliser 8 canaux disponibles. Donc, ça fait pas mal de bandes voilà, possibles et potentielles pour transférer des données. Alors qu'en Europe, il n'y a que 4 canaux qui sont disponibles. Donc, forcément, on divise par deux les possibilités de communiquer sur ces bandes-là. Et du coup, on perd aussi en portée théorique, mais voilà, parce que oui, il y a le nombre de canaux et aussi la puissance qu'on a le droit d'émettre dans ces canaux-là. Où aux États-Unis, elle est beaucoup plus forte qu'en Europe. Donc forcément, on perd aussi en portée et on perd en potentiel débit. Donc voilà. Malgré tout, c'est quand même, on peut quand même transmettre beaucoup plus d'informations que sur du 2 giga 4. Pour la petite histoire, sur le côté communication RF et drone, la modulation LoRa, que vous connaissez peut-être, qui est une communication bas débit mais très longue portée, et le protocole qui se sert de la modulation LoRa, ça s'appelle LoRaWAN. Il a été déployé pas mal en France, etc. À l'origine, cette modulation a été créée parce que la personne qui l'a inventé avait besoin d'une communication sans fil pour son plein air
qui voulait télécommander un minimum. Et il ne trouvait pas de communication adéquate par rapport à la portée dont il avait besoin. C'est plusieurs kilomètres, hein, parce que voilà, le planeur peut aller très loin. Et donc, il a inventé cette modulation pour pouvoir communiquer avec son planeur de façon très longue distance. Et accessoirement, c'est un de mes anciens collègues, donc c'est pour ça que je connais l'histoire. Donc, c'est un peu ce que je disais pour résumer comment on choisit une communication sans fil et sur quels critères on se base. Il y a plein de critères divers et variés. Il y a combien de données on veut envoyer, sur quelle distance, est-ce qu'on a besoin que ce soit sécurisé, est-ce qu'on a besoin que ce soit en bidirectionnel, est-ce qu'il y a des réglementations qui s'appliquent, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi sur n'importe quelle fréquence à n'importe quelle puissance. Quelle est la typologie du réseau qu'on veut déployer? Est-ce que si c'est un nuage de drones, ben voilà, il faut qu'ils puissent aussi communiquer entre eux. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser pour choisir la bonne communication qui va permettre de transférer des données ou d'autres choses. Un exemple de communication embarquée, j'ai pu assister à un webinaire de cette société DAE System qui a embarqué sur son drone un lecteur RFID pour justement pouvoir faire du relevé de différentes comment dire, de différents systèmes qui, eux, ont des tags RFID. Donc, finalement, ça revient à promener l'antenne de mesure au-dessus d'un champ, au-dessus d'un système. Là, en l'occurrence, c'était sur un aéroport et ils avaient besoin de faire de la géolocalisation de certaines pièces. Donc, leur drone pouvait circuler au-dessus et grâce au relevé de tags RFID, identifier là où étaient positionnés les tags et donc les instruments qui avaient ces tags-là. Et puis, une autre application, c'est un drone de Nokia qui avait été équipé en 4G pour pouvoir faire de la surveillance justement lors des grandes manifestations et donc remonter en direct des caméras, des images et du son pour pouvoir aider les forces de sécurité à surveiller un peu les grandes manifestations. Et du coup, on en vient un peu au côté réglementation applicable. Donc, comme tous les systèmes électroniques, les drones, ils ont besoin d'avoir un marquage CE. Donc, de respecter la directive CEM, compatibilité électromagnétique, et puis la directive RED pour tout ce qui est radiofréquence. En plus de ça, il y a le côté aéronautique, hein, donc la DO 160 peut s'appliquer. Et il y a aussi le côté autorisation de vol. Donc là, moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît beaucoup mieux ça que moi. Mais voilà, il faut être autorisé à survoler des zones. Et donc là, il y a un règlement qui s'applique. Donc je vous ai mis le lien. Il y a un guide qui a été fait voilà, par le gouvernement, on va dire. Enfin bon, c'est par le ministère de l'écologie, curieusement, pour tout ce qui est mise en œuvre des autorisations de vol et comment ça se passe, à qui il faut demander, quelle est la classe du drone que vous avez, en fonction du poids, de plein de choses. Cette réglementation-là s'applique. Hop. Enfin, voilà, j'en ai terminé par rapport aux drones de façon générale. Juste un petit point sur un programme qui avait été lancé dans la région qui est Perform Industrie. L'idée, c'est d'aider et d'accompagner les entreprises dans l'intégration de nouvelles technologies ou de changements dans leurs entreprises. Donc, c'est des modules de 5 jours où on peut en cumuler 3. Et il y a une participation financière importante de la région et de l'État pour donner accès justement à tout ce qui est performance industrielle, organisation, transformation numérique. Et justement, alors bon, je suis désolée, ça ne va pas être super visible, mais voilà, dans les exemples qui sont donnés, ça peut être renforcer l'efficacité de mes activités, avec la robotisation, l'automatisation des unités. Ça peut être aussi, comme l'avait cité Flavien dans ses exemples,
intégrer des procédés innovants, intégrer des choses pour voilà, tout ce qui est gestion de stock dans la logistique, etc. Ça peut faire partie des choses qui sont accompagnées par ce programme Perform Industrie. Bon, là, sur les 180 entreprises qui devaient, enfin, on avait un objectif de 180 entreprises, il reste 5 ou 6 places, hein, Fabrice? Ouais, genre, une vingtaine, quinzaine, mais Voilà. ouais, Donc, si vous êtes intéressé, il faut se dépêcher parce que c'est les derniers jours, comme j'ai marqué tout à l'heure. L'idée, voilà, c'est pas de vous accompagner à acheter un drone, c'est de vous accompagner à réfléchir quel est votre besoin et quels sont éventuellement les drones, les robots qui peuvent être utilisés en fonction des besoins, etc. Et puis, une autre partie qui est un projet sur lequel on participe et qui est porté par Polyméris, qui est l'EDIH Polytronics. Là, on change complètement d'objectif. Cette EDIH est un guichet unique pour ceux qui veulent créer, enfin, pour les entreprises qui travaillent sur des produits qui intègrent du plastique, des polymères et de l'intelligence à l'intérieur, donc un peu d'électronique hein, quelque part. Là, ça rassemble, je ne sais pas, une bonne vingtaine de laboratoires, d'entreprises qui sont réunis dans ce hub-là, qui sont là pour vous accompagner, notamment à faire du test before invest, donc réaliser des prototypes pour voir si ce produit-là peut être utile et voilà, pour le qualifier avant d'investir dans la production de ce nouveau produit. Donc là, il y a un financement européen de 50%. Et puis, comme ça couvre plusieurs régions, le financement des régions complémentaires qui va entre 20 et 25%, ce qui fait que le reste à charge des entreprises est de 20 à 25% pour le développement justement de ce prototype qui a une partie plastique, plasturgie. Martin, je ne sais pas si tu veux rajouter quelques points. Moi, je vais présenter ce projet européen. C'est d'accompagner un maximum de PME, de la plasturgie, chez Toshi, des composites aussi textiles, parce que c'est dans l'intégration justement d'électronique au sein de ces matériaux. Le financement européen et puis aussi régional, le but, c'est de garder une attitude de trois territoires notamment, mais pas que, hein, parce que c'est pas immédiat, et puis, il y a sur la vision un peu plus large, il y a une quarantaine de VIH, il me semble, sur le territoire européen. Et donc, le but, après, ça va être aussi de créer des synergies entre les différents pays qui ont été développés. Et il me semble qu'il y a déjà des premiers projets qui sont oui, qui sont qui sont premiers intérêts parce qu'effectivement, on fait rarement un projet avec juste une carte électronique toute seule. Donc, on a besoin de mécanique autour. Voilà, on a l'industrie là, mais via cette DIH, ça peut permettre aussi d'accompagner les entreprises et de les aider à réaliser leur première preuve de concept. Parce que parfois ça peut être un produit très simple mais très compliqué à intégrer parce qu'il y a des contraintes justement de taille, d'intégration, aussi de penser à comment ça peut être industrialisé, monté. notamment l'intégration entre la surgie et là, c'est un certain moment aussi. Voilà. Oui, ce qui n'est pas forcément l'ami de l'électronique, on va dire, chauffé à plusieurs centaines de degrés, ça peut ne pas plaire à tous les composants. Et voilà, c'est pour ça aussi que nous, on participe à cette DIH-là. Donc, voilà, faut pas hésiter à nous contacter ou à contacter Polyméris pour en savoir plus si vous avez un projet qui peut intégrer de la plastronique. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions.